Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Et nous sommes toujours dans ce studio avec Paul Melun, Jules Torres, Paul Melun. Nous allions commander. Ne bougez pas. Fidèle au poste. Fidèle au poste, c'est important. Je voulais juste savoir votre sentiment, effectivement, sur ce résultat de sondage qui est hallucinant. 78% de mécontents d'Emmanuel Macron. La courbe de popularité du chef de l'État est en chute libre. Moins 9 points depuis mai dernier. Moins 3 points d'un mois sur l'autre. Les retraités lui tournent le dos, commencent à lui tourner le dos. On reproche beaucoup de choses à Emmanuel Macron. La dissolution de l'Assemblée nationale, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et son comportement vis-à-vis d'Israël. Parce que, d'après ce que nous disait Frédéric Dabi, qui était avec nous il y a quelques instants, le directeur général d'opinion de l'IFOP, les Français soutiennent les Israéliens. Bref, il a tout faux, Emmanuel Macron. Ah bah, ça fait un moment. On peut pas dire l'inverse, Paul Melun. Je vois Paul Melun que vous... Non, mais évidemment, dès qu'il faut épargner le président de la République, Paul Melun... Les procès d'intention. Non, mais là, en ce moment, pardon. Non, mais ce qu'a cité Frédéric Dabi, c'est des faits. C'est-à-dire qu'il y a des événements politiques conjoncturels qui ont conduit à une baisse de sa popularité. Non, mais la dissolution de l'Assemblée nationale, personne ne lui a demandé. Moi, la dissolution, j'étais favorable parce que je pense que quand vous redonnez le pouvoir au peuple dans un moment de crise, c'est toujours une bonne décision. Maintenant, peut-être moi-même suis-je impopulaire quand je vous dis ça, mais je pense que c'est pour autant la réalité. Je ne vais pas changer ce que je pense parce que ça serait impopulaire. Ensuite, pour ce qui est de la popularité plus généralement des chefs d'État, moi je plaide pourquoi pas pour un septennat non renouvelable, parce que je pense que ce quinquennat c'est trop court et qu'au bout de 2 quinquennats le pouvoir est usé. Emmanuel Macron a déjà réussi le tour de force de se faire réélire une fois. Regardez l'impopularité, regardez dans quel cas partent la plupart des chefs d'État européens. Regardez la fin de l'ère Cameron par exemple au Royaume-Uni. Regardez l'état de la popularité d'Olaf Scholz aujourd'hui en Allemagne. C'est très compliqué parce que nous sommes aussi dans une époque où le politique a moins de pouvoir, où il y a plus de violence exercée de la part de l'opposition. Moi je pense que structurellement nous allons vers des présidents qui seront de plus en plus impopulaires, que c'est le propre de cette 5e République aujourd'hui. Il faut réfléchir au niveau institutionnel, au niveau de la démocratie, pourquoi pas plus de démocratie directe, pour renouer avec ça. Pour moi, je pense qu'un bon moyen pour Emmanuel Macron de regagner de la popularité, ça pourrait être d'organiser un référendum, pourquoi pas sur l'immigration. Et pourquoi pas de se taire, comme disait Frédéric Dabi, jusqu'au vœu du 31 décembre, c'est ce qu'il a dit en substance. Absolument. Pardon. Non, mais c'est vrai que, en effet, je suis plutôt d'accord avec Paul Melun sur le sujet du septennat, qui est non renouvelable, mais François Hollande n'a pas attendu 2 ans pour être à 13% de soutien. Donc on voit bien Hollande, que c'est pas seulement le sujet. Le vrai sujet, et Pascal l'a rappelé, c'est que depuis mai, il y a un enchaînement de décisions qui sont incomprises, qui sont ambiguës par Emmanuel Macron. C'est la raison pour laquelle il perd 9 points et qu'aujourd'hui il y a 78% des Français qui sont mécontents. La dissolution, en effet, qui a été incomprise non seulement par les ministres d'Emmanuel Macron, par les parlementaires, par les observateurs de la vie politique. Personne aujourd'hui ne défend de la dissolution si ce n'est à l'Élysée. Il y a eu d'autres choses, les dérapages des finances publiques, le fait qu'on demande aux Français de se serrer la ceinture alors qu'ils n'ont jamais eu un pouvoir d'achat aussi faible. Et en effet, vous avez raison, il y a un vrai sujet sur l'ambiguïté à l'égard d'Israël, sur la question d'Israël. Emmanuel Macron, ces dernières semaines, il a multiplié les propos un petit peu alambiqués, que ce soit 2 jours avant le 7 octobre, où vous vous souvenez, il dit que la France doit arrêter que tout le monde doit arrêter de livrer des armes à Israël, alors que la France ne le fait pas, qu'elle ne livre que des composants pour le dôme de fer qui sert à protéger les Israéliens et certains de nos compatriotes franco-israéliens, qu'il a fait une sortie qui a fuité en Conseil des ministres où il dit en gros que l'État d'Israël n'existe que grâce à une décision arbitraire non collégiale de l'ONU. C'est des propos rapportés qui ont été confirmés par certains conseillers. Oui, confirmés. Donc c'est des propos. Emmanuel Macron, ça fait 7 ans qu'il est là, il est assez intelligent pour savoir que tout ce qui se dit en Conseil des ministres, non seulement n'est absolument pas ni privé ni secret. Vous avez la certitude qu'il a dit exactement ce qu'on a pu lire dans la presse, mot à mot. On ne sait pas, sur des sujets aussi complexes. Pardon, excusez-moi, mais il est monté au créneau pour taper sur les doigts des journalistes et des ministres qui avaient parlé en disant quoi? Pas que ce qu'il avait dit. Mais bien sûr. C'est faux, il a jamais dit ça. Il a dit que c'était sorti de son contexte. Mais ça veut dire qu'il l'a bien dit. S'il dit par exemple que les Nations Unies ont fait un plan de partage en 47 qui a conduit à la création d'Israël, il a raison. Si par contre il dit que c'est les Nations Unies qui ont créé Israël à elle toute seule, il a tort. C'est très différent, mais l'esprit de nuance sur un sujet aussi difficile et aussi technique que l'histoire d'un pays. L'esprit de nuance, c'est de ne pas avoir des phrases aussi à la porte-pièce en Conseil des ministres qui, en effet, peuvent être rapportées. Et quand on est président de la République, depuis qui plus est 7 ans, on ne commet pas ce genre d'erreur. L'erreur est humaine, Paul Melun. Même le président commet des erreurs. Et j'ajoute quand même qu'il y a des conseillers présidentiels
qui ont confirmé qu'il avait tenu ses propos. Bon, bah voilà, donc Paul moi je veux Melun. bien qu'il y ait Bon, des d'accord. démentis. C'est comme quand il fait une sortie sur Benjamin Netanyahou, qu'ensuite il fait un communiqué, qu'il l'appelle pour dire qu'il n'a pas vraiment dit ça. pense, Jules, Non, que à un moment donné, le président de la République, toute part il est assez imposerait qu'il intelligent. clarifie lui-même précisément, qu'on lui dise pour vous comment Israël a été créé, puis il répondra. Je doute qu'il nous dise franchement, c'est les Nations Unies qui ont créé Israël. Je pense pas qu'il dira ça. D'abord parce que c'est faux et je pense qu'il connaît l'histoire d'Israël, mais je pense qu'il sera plus nuancé que ça. Donc c'est dommage parce qu'on va vers un raccourcissement de la pensée et sur des sujets aussi importants et aussi inflammables que celui-ci, on gagnerait un peu de prudence. C'est pas être l'avocat d'Emmanuel Macron que de dire ça, mais c'est essayer de faire preuve d'un peu de prudence mais sur moi, un sujet encore aussi une fois, inflammable, Jules. je trouve que c'est lui qui devrait gagner un petit peu de prudence. Quand 2 jours avant le 7 octobre, il fait cette sortie. Mais pourquoi alors que Jules a raison. tous C'était nécessaire 2 jours avant les commémorations du 7 octobre. Vous vous rendez compte pour la communauté juive française qui est malmenée en ce je moment, pense pas qu'il le voulait que cette message qui est information-là envoyé. sorte dans la presse de cette façon-là, tronquée encore une fois. C'est-à-dire que il avait, à mon avis, pas envie que ça sorte. Peut-être des ministres mal intentionnés ont voulu que ça sorte. Ils ont eu tort. Ils ont affaibli la position de la France par rapport à Israël, ce qui était une erreur. Et c'est Emmanuel Macron qui l'a fait en premier. À 2 jours du 7 octobre, en disant que la France ne devait pas livrer d'armes à Israël, à 2 jours d'une des commémorations qui ont fait 1200 morts. C'était peut-être la bonne solution diplomatique, la bonne solution pour arriver à un processus de paix dans la région, mais c'était certainement pas le bon timing. Bon, écoutez, Emmanuel Macron aussi à propos du Doliprane, puisque c'est une des informations de la soirée, le Doliprane va passer sous pavillon américain, malgré la polémique que ça a suscité. Le conseil d'administration de Sanofi, enfin de la filiale, va valider ce soir la vente donc de 51% du Doliprane à un fonds américain. Et le ministre, le ministre de l'économie. Non, mais je découvre l'information avec vous. Antoine Armand vient de tweeter à ce sujet. Il dit, le ministre de l'économie, nous avons obtenu les garanties du maintien et du développement d'Opella, c'est la filiale qui produit de la filiale de Sanofi qui produit le Doliprane en France. Nos exigences sur l'emploi, la production et l'investissement seront respectées pour le Doliprane et les autres médicaments essentiels au pays. L'État, via BPI France, sera actionnaire pour y veiller. Donc, le ministre de l'économie nous dit ce soir, circuler, il n'y a rien à voir, tout est sous contrôle. Peut-on y croire ? Là-dessus, je suis pas très rassuré. Moi. Je pense que oui, l'État sera actionnaire minoritaire. Oui, ça c'est sûr. Non, mais actionnaire minoritaire, ok. Enfin, il faut que l'État. Moi, je vois pas pourquoi, par exemple, on n'a pas exploré l'idée d'une nationalisation. Il faut évidemment que tout soit mis sur la table pour qu'une entreprise aussi stratégique que celle-ci puisse rester sous pavillon français. Et ça doit mobiliser toutes les forces du gouvernement. Il y avait eu la même histoire, vous vous souvenez, quand il y avait eu Arnaud Montebourg sur ArcelorMittal, il y avait eu le même problème. Il avait dû reculer, alors qu'il aurait dû à l'époque tenir bon. D'ailleurs, il a payé par sa démission. Mais je pense que là, nous avons des vrais sujets de souveraineté économique. Si nous n'y prenons pas garde, nous ne prenons pas garde à ce qui nous arrivera demain, c'est-à-dire des déficits de souveraineté, des moments où nous aurons des pénuries. Et ça, c'est absence de prévision, ce qui pour un gouvernement est assez grave. Et puis surtout, quel respect pour l'État français. C'est-à-dire que Sanofi a perçu ces dernières années plus d'1 milliard d'euros d'argent public, qui a bénéficié de tous les crédits d'impôt qui ont été votés au Parlement, qui a bénéficié de toutes les aides, notamment pendant la crise du Covid, qui a versé des dividendes records qui étaient sans cesse réévalués, tout en licenciant et en bénéficiant d'une petite gentillesse de la part de l'État français, et qui aujourd'hui cède la filiale du Doliprane. Enfin, la France ne sait pas se faire respecter par ses propres fleurons. On parle souvent de souverainisme avec Paul, et là on est vraiment dans un cas typique. On est dans un cas typique de cession à des fonds étrangers d'un fleuron français. Merci beaucoup, Jules Torres et Paul Melun. Vous pouvez quitter ce studio. Pascal. Faut que vous couriez maintenant. D'autres activités vous attendent ailleurs. Ne soyez pas en retard, s'il vous plaît.